Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Au sommaire de votre JT ce soir, la Roca Team craque à Barcelone. Les Monégasques se sont inclinés face au Barça en Euroleague hier soir. Résumé à suivre dans quelques instants. Ronny Turiaf, l'ancien champion de NBA, nous donnera son point de vue sur la saison de la Roca Team. Et puis il nous parlera de sa conférence qu'il donne demain au Salon Magic. Dimanche, c'est le derby de la Côte d'Azur. L'AS Monaco reçoit l'OGC Nice au Stade Louis II pour un match au sommet. Impression dans ce journal. Et puis nous ferons plus ample connaissance avec Yazid Hichem Rahén. À 31 ans, ce chef pâtissier, champion du monde en 2014, a un parcours bien particulier. Il sera notre invité en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, nous vous parlions précédemment de la dernière exposition 75 ans de voitures de sport Porsche. Elle a été inaugurée hier par le prince Albert II, l'occasion également de lancer le cercle des amis de la collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince. Je vous propose d'écouter justement le souverain à ce sujet. Il est au micro de Vanessa Dessy. Je remercie évidemment beaucoup Thierry Boutsen d'être l'âme et l'instigateur de cette association qui va, bien sûr, la preuve en est, avec cette très belle exposition Porsche, mais qui va animer aussi ces espaces avec d'autres expositions, mais avec aussi pour réunir non seulement les collectionneurs, mais les amateurs de belles voitures et qui vont contribuer, je crois, largement à faire mieux connaître ce lieu qui, bien sûr, m'est cher, mais qui, je pense, va aussi servir à être un petit peu le fer de lance de la vitrine de l'association entre le sport automobile et ma famille, mais plus largement, et la principauté de Monaco. Sachez que cette exposition inédite de voitures de sport du constructeur allemand Porsche, qui fête cette année son 75e anniversaire, est à découvrir jusqu'au 20 mars prochain. Du basket à présent et la Roca Team qui craque en Euroleague. Alors qu'ils avaient l'opportunité de revenir à la 3e place, les joueurs d'Obradovic se sont inclinés de 10 points face à Barcelone, 80-70. Le résumé de la rencontre est signé Yannick Debever et Thomas Deus. Après son revers amer en Leaders Cup la semaine passée, la Roca Team voulait prouver qu'elle avait appris de ses erreurs. Face à Barcelone, une équipe que Monaco n'a jamais battue après 3 confrontations, les Blancs se retrouvent très vite menés avec beaucoup de points encaissés sur les 20 premières minutes. L'intensité des Roca Boys est bonne, mais les systèmes offensifs du Barça sont meilleurs. La deuxième unité monégasque, emmenée par Elio Kobo, parvient tout de même à garder l'équipe au contact. C'est dans le deuxième quart-temps que les Blaugrana parviennent à créer un écart conséquent pour rejoindre les vestiaires avec 11 points d'avance. Monaco encaisse une nouvelle fois 50 points en une mi-temps et surtout permet à Barcelone de réussir 76% de ses shoots à 2 points, symbole d'une irrégularité dans l'intensité défensive. Et ouais, Elio Kobo coriandre sur la ligne de fond pensant que ça allait venir doubler. Après la pause, les Monégasques reviennent avec de bien meilleures intentions en limitant le scoring barcelonais à 15 points dans le 3e quart. Les Blancs effectuent un rapproché au score pour espérer braquer le Palau Blaugrana et repartir avec la victoire. Dans un momentum défensif impressionnant, la Roca Team n'encaisse qu'un petit point sur les 5 premières minutes du dernier quart-temps. Mais trop brouillon offensivement, Monaco n'arrive pas à faire fructifier sa défense de fer et ne pourra revenir qu'à 3 petits points du Barça. Si près et si loin en même temps, c'est la frustration qui prendra le dessus dans les dernières minutes. L'équipe d'Obradovic est dépassée et laisse finalement le Barça s'imposer 80-70. Il faut qu'on apprenne à gérer nos émotions quand on fait un match comme celui-là, qui, pour ma part, je trouvais que jusqu'à 2 minutes de la fin était plus que correct. On avait encore des chances de remporter la victoire. On ne peut pas laisser les émotions prendre le dessus. En tout cas, les grosses équipes ne laissent pas ces émotions prendre le dessus et dans n'importe quelle situation, on se bat jusqu'au bout. On est dans le sprint final, donc c'est pas vraiment le moment de partir dans tous les sens. On a besoin de tout le monde et on a besoin que chacun contribue pour justement terminer à la meilleure place possible. Après cette 10e défaite en 25 matchs, Monaco quitte le top 4.
Les Monégasques comptent 2 victoires d'avance sur ses poursuivants et vous le voyez, c'est très serré derrière avec 5 équipes au même bilan dont le Maccabi Tel Aviv. Le prochain adversaire de la Roca Team, ce sera jeudi prochain à Gaston Médecin. Oui, un match qui sera à suivre en direct sur Monaco Info. Il est déjà venu assister au match de la Roca Team, champion NBA avec le Miami Heat en 2012. Ronny Turiaf figure parmi la longue liste des invités du Salon Magic, salon dédié à la pop culture. L'événement s'est ouvert aujourd'hui au Grimaldi Forum. Parmi les autres guests, on peut retrouver le créateur d'Olive et Tom, Yoshi Takahashi, ou encore l'astronaute Thomas Pesquet que nous avons reçu hier. Ronny Turiaf donnera lui une conférence demain, mais avant cela, il est avec nous ce soir. Bonsoir Ronny Turiaf. Bonsoir, bonsoir. On ne peut pas vous avoir en invité sans vous parler basket. Tout d'abord, est-ce que vous avez suivi le match de Monaco hier face à Barcelone, Ronny? Je n'ai pas suivi le match de Monaco hier soir, mais j'ai entendu dire qu'il a failli avoir une victoire de l'AS Monaco. Et dommage, ils n'ont pas pu gagner le match. Ça aurait été un gros coup, justement, s'ils avaient gagné cette rencontre, les Monégasques? Je pense que ça aurait été le gros coup si Monaco avait gagné le match. Comme ils l'ont fait auparavant, ils ont eu une bonne petite série en Euroleague. Ils ont réussi à faire de gros résultats, donc je leur souhaite de la chance pour le futur et le restant de la saison. Justement, Ronny, qu'est-ce que vous pensez de la saison actuelle de la Roca Team? De l'extérieur, je pense que c'est une saison un petit peu en dents de scie, où il y a de très bonnes performances, où l'équipe joue bien. Là, on va dire que l'équipe, tout le monde réussit à être performant. Et puis il y a des moments un petit peu d'absence où la cohésion d'équipe est un petit peu manquante. Mais je pense qu'ils ont le talent nécessaire avec les différents éléments de leur équipe. Et je pense qu'ils réussiront à bien finir la saison. Alors si vous êtes notre invité ce soir, Ronny, c'est parce que vous êtes l'un des invités prestigieux du Salon Magic. Vous donnerez même une conférence demain au Grimaldi Forum. De quoi allez-vous parler? Je vais parler de ce que les gens ont envie de parler. Après, je pense que je vais parler de mon actu en tant qu'ambassadeur NBA en Europe et en Afrique. Je parlerai peut-être de ma résidence artistique où j'accueille des artistes qui viennent en exploration de différents, on va dire, pluridisciplinaires. Après, moi, je suis ouvert à discuter de ce qui se passe ici au Magic Monaco. C'est quelque chose qui me tient à cœur d'être ici, de partager ma passion, qui sont, on va dire, l'animé, les mangas et tout ce qui est l'univers, on va dire, japonais. Donc moi je suis là, je suis content d'être là et j'ai hâte de voir ce qui va se passer et de voir pourquoi pas le petit festival ou défilé de cosplay parce que je n'ai jamais vu en vrai. Le sport et la pop culture, ce sont deux univers connectés? Je pense que le sport est pop culture. Je ne vois pas de différence entre le sport et la pop culture, car nous voyons comment, surtout le basket, après c'est mon expertise, mais on voit comment le basket avec la culture streetwear, la culture sneakerhead, la culture de vestimentaire, et je trouve que la culture musicale aussi. Je pense que le sport, le basket est vraiment vecteur de pop culture, et on voit comment le sport transcende un petit peu tout ça et nous amène à vraiment vers différents univers. Donc pour moi, les deux sont parallèles et voire connectés main dans la main. Vous êtes féru de manga ou de jeux vidéo? Je suis très féru de manga. Je suis un petit peu moins féru de jeux vidéo. Je l'ai été jusqu'à, je pense, 2013-2014. Et puis après, quand j'ai commencé à prendre ma retraite et j'ai voyagé un petit peu plus, j'ai passé moins de temps sur les jeux vidéo. Mais en tout cas, oui, je suis féru de manga. J'en regarde tout le temps. Je suis très fan et c'est vraiment un univers qui m'a bercé depuis mon tout petit âge. Et aujourd'hui, j'ai la chance et je remercie Monsieur Cédric Bisquet de m'avoir invité cette année pour pouvoir discuter avec Jackie de Club Dorothée et tous les dessinateurs, tous les créateurs de mangas et d'animés qui m'ont marqué, comme Olive et Tom. Donc c'est vraiment un petit rêve d'enfant qui se réalise aujourd'hui. Comment vous la vivez cette première journée au Salon Magic? Racontez-nous un petit peu l'ambiance sur place. L'ambiance sur place, elle est excitante, limite un peu électrifiante, où on sent qu'il y a de l'énergie, il y a de l'attente, où on sent qu'il y a de l'excitation. Et après, moi, je vous avoue que j'ai commencé ma journée en voyant des sabres laser. Donc j'ai été un petit peu content. J'ai demandé un petit peu où est-ce que je pouvais en aller en acheter. Je ne ferai pas de promotion pour le site internet, mais on m'a indiqué le site où je peux en acheter à différentes qualités de sabres laser. Donc je pense que c'est très intéressant. Et ce qui est cool, c'est quand je vais marcher un petit peu dans les stands pour voir un petit peu ce qui se passe, on voit le côté culture où c'est intergénérationnel. Et c'est ça en fait qui me fait vibrer. On voit qu'on est tous fans de même chose et ça touche différentes générations de personnes. Là, vous avez 20 ans, Ronny, là?
Exactement, 20 plus 20, c'est ça, exact. Vous avez tout compris. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info et on vous retrouve demain au Grimaldi Forum. Merci à vous de m'avoir eu. Dimanche aura lieu le derby de la Côte d'Azur, le match assurément le plus attendu par les supporters. C'est à 17h05 exactement que l'AS Monaco recevra l'OGC Nice au stade Louis II. Les Rouges et Blancs ont une semaine compliquée après leur élimination en Ligue Europa, mais ils sont toujours invaincus en championnat en 2023. Je vous propose d'écouter des extraits de la conférence de presse d'avant-match. On est ambitieux, comme on a commencé cette année. On a toujours dit on veut gagner contre n'importe qui. Derby, c'est un match très très important, on le sait. Mais moi, dans mes derniers clubs, j'ai toujours ressenti que le derby, c'est quelque chose d'important pour les joueurs, pour le club, pour les fans. Aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont montré encore cette affection. Ça montre qu'on a vraiment ce lien avec les fans. Ils voient le travail qu'on fait et ils sont passés sur quelque chose d'autre. Et ça se voit que c'est un match spécial pour nous, on le sait. On a déjà eu la chance de les battre, mais on sait qu'en derby, ça compte pas pendant 90 minutes. Qui est meilleur, qui est plus frais, qui a une meilleure lancée. C'est vraiment un derby, ça a ses propres règles et nous, on va essayer de tout faire pour garder ces 3 points chez nous. Notre prochain invité a un parcours bien particulier. Après avoir grandi en foyer et en famille d'accueil, Yazid Hichem Rahane est devenu le petit prince de la pâtisserie. Champion du monde en 2014, son histoire est incroyable et elle inspire désormais le cinéma. Yazid Hichem Rahane nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Anam. Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a d'abord amené vers la pâtisserie? Qu'est-ce qui vous a séduit immédiatement? J'ai grandi en famille d'accueil à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à l'âge de mes 9 ans. Ensuite, j'ai été placé au foyer et forcément, quand on est issu de l'aide sociale à l'enfance, on cherche un but à sa vie et par manque de reconnaissance, j'ai été amené à faire de la pâtisserie parce que les 2 fils de ma tati et mon tonton étaient pâtissiers. Est-ce que finalement, dans votre parcours, la pâtisserie a été votre bonne étoile? Oui, au-delà de la pâtisserie, c'est vraiment les rencontres qui m'ont été amenées par ce métier. Parce que la pâtisserie, c'est avant tout un synonyme de rigueur, d'engagement, de remise en question. D'ailleurs, les équipes portent bien leur nom, c'est une brigade. Et heureusement que j'ai pu apprendre et connaître ce métier très jeune, parce qu'il m'a avant tout donné, avant satisfaction, il m'a donné vraiment quelque chose de difficile et rigide à vivre pour le futur. Et très jeune également, vous devenez champion du monde. Il a changé votre titre, votre vie, ce titre, pardon. Le titre de champion du monde a, au-delà de changer ma vie, m'a fait tourner une page avec un passé vraiment très difficile, très très difficile. Et ça m'a amené la crédibilité dont j'avais besoin pour continuer à évoluer au quotidien, un peu partout dans le monde. En fait, ça m'a fait transcender les frontières de la France. Depuis l'obtention de la Coupe du Monde, j'ai fait 39 pays. J'ai la grande chance de représenter mon pays à l'étranger et c'est toujours intéressant pour moi que de représenter la France à l'international comme je le fais au quotidien. Et votre fabuleux destin vous a amené ici à Monaco, hein? Si vous voulez, pour vous donner vraiment un cas de figure de ce que j'ai pu vivre ici. Donc, j'étais le sous-chef pâtissier du restaurant RJR au Métropole à Monaco. Donc, ce fameux hôtel où je prends un grand plaisir à venir chaque mois. Et mon quotidien, c'était de dormir à la plage de Galets à Nice, parce que j'avais pas forcément de logement ni de parents pour se porter garant de manière à m'aider à vivre tout simplement avec un toit. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, je prenais le train de la gare de Nice jusqu'à Monaco et je travaillais dans cette ville où tout était rêve. Quand j'étais plus jeune et que j'avais pas grand-chose, que j'étais au foyer, entre guillemets, je rêvais de cette ville, Monaco, avec son casino et puis cette rigueur, parce qu'il y a une rigueur et une sécurité qui a vraiment nulle part ailleurs dans le monde. Et puis aujourd'hui, quand je reviens à Monaco, c'est avant tout pour me remémorer toutes ces périodes que j'ai pu vivre et puis surtout pour faire perdurer le rêve. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote, je sais pas si on a le temps, mais j'allais parfois quand je pouvais pas rentrer à Nice parce que mon service du soir finissait un peu trop tard, il y avait plus de train. J'allais dormir à Beau Soleil, donc sur une vue et à côté d'un magnifique arbre. Et je regardais le casino de Monaco. Et je me disais, en regardant les étoiles, c'est pour ça d'ailleurs que le film s'appelle À la belle étoile, un jour je reviendrai ici,
avec telle voiture, avec telle copine, avec tel ami, et puis je mangerai dans tel restaurant. Et c'est fou parce qu'il y a pas si longtemps que ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Et puis j'ai appelé un ami, voilà, au téléphone, en pleurs, bien entendu, parce que l'émotion était grande. Et je lui ai dit, voilà, je suis à Monaco, dans la ville de tous mes rêves, dans la ville que j'ai rêvé quand j'étais petit et que je regardais à la télé. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des choses ici qui sont quand même assez intéressantes. Grandiose. Oui, et votre histoire inspire également le cinéma. À la belle étoile de Sébastien Tullard, coproduit par Jamel Debbouze, est sorti mercredi. Vous attendiez un jour que votre parcours soit adapté sur grand écran? Alors, si on me l'avait dit il y a 7-8 ans, je vous aurais dit non, probablement pas. Mais ça a été vraiment une suite logique de tout ce que j'ai pu raconter au travers du premier livre. Et il est vrai que en prenant ce titre de producteur associé afin de bien en contrôler l'issue de ce qui allait se raconter, c'est pari réussi. Et je pense que dans toute histoire négative, il faut savoir aussi pouvoir la transmettre de manière à donner force au plus grand nombre. Et c'est l'essence aussi de nos métiers d'artisanat. C'est savoir recevoir, transmettre et puis ensuite faire savoir. Et on espère que votre histoire inspirera de nombreux téléspectateurs, lecteurs ou spectateurs qui vous liront ou qui vous verront ou qui verront votre histoire au cinéma. Merci infiniment, Yazid Hicham Rahel, d'avoir pris le temps. Et merci à la ville de Monaco aussi qui m'a apporté une infrastructure toute particulière et puis surtout au plus haut niveau. C'est cette ville qui m'a fait rêver. C'est certainement cette ville qui m'a donné l'envie de rêver pour les 10 prochaines années. Et c'est super pour moi que de la remercier aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on comprend qu'elle a une place importante dans votre cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Parlons environnement à présent et plus précisément de biodiversité marine. Connaissez-vous les bio-huts? Ce sont des petites nurseries qui offrent un véritable corridor écologique pour les poissons afin de se protéger des prédateurs. En 2014, des bio-huts avaient été installés sur une partie des 2 ports. L'opération vient d'être renouvelée. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy et de Julien Laugier. Monaco faisait partie des premiers à adhérer au projet BioHut. Ce type de technique permet de créer des habitats artificiels pour jeunes poissons. La principauté commence par l'installation d'une quarantaine en 2014, puis 50 et aujourd'hui, le pays dénombre près de 70 nurseries réparties dans les 2 ports, une idée née de la direction des affaires maritimes. On a découvert ça au cours d'un salon en 2013 et on a entraîné tout de suite nos partenaires privilégiés, c'est-à-dire la direction de l'environnement et la société d'exploitation des ports, pour profiter des installations portuaires, faire du béton finalement, un retour à une protection naturelle et créer des nurseries à poissons. Après un an de fonctionnement, Monaco intègre un programme européen en ce sens. Dans ce projet scientifique et biologique, la sensibilisation du grand public est au cœur des préoccupations. Le Yacht Club de Monaco devient alors un partenaire de choix dans cette opération écologique. Ça va tout à fait dans la lignée, puisque nous, on espère et on est sur le chemin de faire quelque chose, en ce qui concerne le bâtiment et la marina, de plus éco-responsable possible. On aimerait bien faire une démonstration ici, pas que dans le domaine de la biodiversité. Sur le bâtiment et dans la marina, on souhaite être vraiment le moins pénalisant pour la nature. Précurseur en la matière, la société Écocéan participe au maintien de la biodiversité de l'environnement aquatique depuis 2003. Cette entreprise basée à Montpellier appuie son développement sur des projets toujours plus innovants et notamment sur la création d'habitats artificiels pour jeunes poissons. Cette semaine, on installe 80 bio-huts dans le port de Monaco, dans les ports de Hercule, Fontvieille et cette fois-ci dans le Yacht Club aussi pour la première fois. Il y a plusieurs types de modules, il y en a qui sont installés sous les pontons, le long des quais. Et c'est fabriqué localement à Montpellier. Les coquilles sont issues de réemploi et les cages en sont ensuite recyclées une fois leur fin de vie. Un suivi scientifique est réalisé plusieurs fois par an afin de s'assurer du maintien de la fonction de ces habitats. La prochaine étape consistera à sensibiliser les élèves de la principauté et donc faire adhérer au projet la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Et la biodiversité, il en sera également question à la bibliothèque Louis Notari. Une conférence intitulée « La biodiversité, une notion méconnue » est proposée le vendredi 3 mars à 18 h. Qu'appelle-t-on réellement biodiversité? À quoi sert-elle? Comment la mesure-t-on? Combien d'organismes vivants habitent la Terre et la mer? Peut-on encore trouver de nouvelles espèces? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées durant cette conférence donnée par le professeur Denis Allemand, directeur scientifique du Centre scientifique de Monaco. Rejoignons Yannick de Bever pour vos prévisions météo. Bonsoir Yannick, je crois savoir que vous n'avez pas de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Une dégradation est à prévoir ce dimanche en principauté avec un fort risque de précipitations tout au long de la journée. Tous ces nuages pluvieux seront amenés par un vent soutenu venant du nord-est. Les températures baisseront également, il faudra prévoir entre 12 degrés pour la maximale et 7 degrés en fin d'après-midi. Ce dimanche, Saint-Nestor est à l'honneur et c'est également le premier dimanche de carême. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte en images avec les photos de Frédéric Nébinger qui vous emmène ce soir en plein cœur du salon Magic, salon dédié à la pop culture. Excellente soirée à tous et à demain, 20 h, pour le best-of de la semaine.